Salut, aujourd'hui on va parler de politique et on va se pencher sur le modèle idéologique et politique qu'est la démocratie illibérale. Une mouvance qu'on associe généralement aux pays d'Europe centrale, dont notamment la Hongrie de Viktor Orban, un politicien très controversé qui soutient fortement ce modèle et qui assume d'être à la tête d'une démocratie illibérale. Donc à propos des régimes illibéraux, il y a beaucoup d'informations sur internet, que ce soit des conférences, des débats à propos de cette doctrine. Mon but avec cette vidéo, ça va pas être de prouver si c'est un régime qui est bon ou mauvais. Mon objectif, c'est de rester le plus factuel possible afin que vous compreniez pourquoi et comment on arrive à ce clivage idéologique. Pourquoi Orban est une personnalité très critiquée en France, mais qui a un certain succès dans les pays d'Europe centrale. Et pourquoi c'est un sujet qui prend autant d'ampleur dans le paysage politique européen, voire même mondial. Donc tout d'abord, pour comprendre ce qu'est une démocratie illibérale, on va d'abord essayer de comprendre qu'est-ce qu'une démocratie libérale. Donc pour cela, on va décomposer. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une démocratie ? C'est un système politique qui se base sur une constitution, un texte qui définit les pouvoirs du gouvernement et qui permet aussi la protection des droits et des libertés de tous les individus. C'est un système dans lequel les différents pouvoirs sont séparés. Le pouvoir judiciaire, exécutif et législatif ne peuvent pas être concentrés dans les mains d'un seul homme. Enfin, la démocratie repose sur le suffrage universel, la liberté de voter pour chacun des individus, le vote incluant forcément une pluralité dans les choix politiques, le choix n'étant pas contraint par l'État, et la voix de l'individu est toujours prise en compte. Une notion en lien avec la démocratie, c'est l'état de droit, qui a pour but de contraindre le gouvernement à suivre des lois juridiques. Le respect de l'état de droit, ça permet aux citoyens d'être protégés en cas d'abus de pouvoir. Les démocraties sont des systèmes qui permettent aux citoyens d'user de contre-pouvoirs pour faire entendre leur voix en cas de désaccord. Et l'existence de contre-pouvoirs en démocratie, c'est primordial. Maintenant, qu'est-ce que le libéralisme ? Alors, le libéralisme, c'est une doctrine politique et économique. Mais même si ça se rapporte à deux domaines différents, ça a quand même un lien. D'abord, sur le plan économique, ça correspond à la liberté d'entreprendre et de faire des affaires. Selon les libéraux, l'État ne doit pas freiner l'activité des entrepreneurs, puisque les initiatives des entrepreneurs enrichissent la nation, en engageant des ouvriers qui vont améliorer la production et donc augmenter leurs profits. Les ouvriers reçoivent bien évidemment une paye, et de cette manière, tout le monde est plus ou moins gagnant, dépendamment du système de redistribution des richesses. Maintenant, sur le plan politique, le libéralisme, ça correspond aux idées des Lumières, avec notamment la place centrale de l'individu en société. Chaque homme naît libre et égaux en droit et il n'y a pas de hiérarchie sociale. Et à partir de cet élément principal, ça comprend aussi la défense et la justice de l'individu. Des éléments qui constituent les valeurs démocratiques et qui rejoignent ce que j'ai dit un peu plus tôt à propos de la démocratie. À titre d'exemple, les démocraties libérales sont des systèmes qui sont adoptés en France, en Allemagne, aux États-Unis et dans beaucoup de pays européens. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet puisqu'on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'une démocratie illibérale. Et déjà, rien que l'appellation démocratie illibérale, ça paraît plutôt étrange, puisque le libéralisme et la démocratie sont souvent deux éléments associés, et évoquer la démocratie sans évoquer la liberté, ça paraît plutôt intriguant. Une démocratie illibérale est un régime démocratique, mais qui s'écarte souvent du traitement égalitaire des individus face à la justice. Les libertés individuelles sont plus restreintes, et la force des contre-pouvoirs comme la presse est souvent réduite, car muselée par l'autorité. Donc pour bien illustrer ce qu'est une démocratie illibérale, on va surtout s'appuyer sur le régime de Viktor Orban, qui s'impose comme le principal défenseur de cette doctrine en Europe. Dans un discours qu'il prononce en juillet 2014, il appelle à comprendre les systèmes qui ne sont pas occidentaux, qui ne sont pas libéraux, qui ne sont pas des démocraties libérales, peut-être même pas des démocraties, et qui pourtant font le succès de certaines nations. Et si l'on en croit l'universitaire Didier Mineur qui a écrit sur l'illibéralisme, voici le point de vue de Viktor Orban à propos des démocraties libérales. La démocratie libérale est taxée de n'être qu'une oligarchie aux mains de technocrates animés par une idéologie mondialiste et multiculturaliste, tandis que la démocratie illibérale serait soutenue par le peuple réel, celui des laissés pour compte de la mondialisation attachés à leurs traditions et à leur culture. Si on devait résumer très grossièrement, Orban veut s'affranchir des limites posées par l'état de droit, ce qui signifie que cela ne dérange pas de soumettre les libertés fondamentales des individus dans l'intérêt de sa nation. Mais alors comment s'explique sa popularité ? Puisque c'est quand même des libertés fondamentales du peuple hongrois dont il est question. En fait, le fort soutien qu'il reçoit de la part du peuple s'explique par différents points. Dans un premier temps, le rejet des partis de gauche au pouvoir entre 1994 et 1998, puis entre 2002 et 2010, puisque ces politiciens sont considérés par beaucoup comme corrompus et sont désignés responsables des cures d'austérité qui ont été imposées à la Hongrie à la suite de la crise financière de 2008. Ensuite, le peuple hongrois rejette également les valeurs des démocraties occidentales. Et Orban fédère cette opposition en se positionnant contre l'immigration, la mondialisation et en soutenant le modèle traditionnel de la famille. À cela, on ajoute l'application de lois anti-LGBT qui viennent enfoncer les libertés de ces groupes minoritaires. Bref, le multiculturalisme en Hongrie, c'est pas pour de suite. Et enfin, il se présente comme un défenseur de la culture chrétienne. Orban est contre la sécularisation de la société. Des positions qui trouvent un certain écho chez les électeurs et qui ont permis à Orban
d'être réélu de manière continue et pleinement démocratique depuis 2010. Le Fidesz, son parti étant majoritaire au Parlement, il bénéficie d'une marge de manœuvre importante pour mettre en place ses ambitions politiques. Bref, avec toutes ces informations, j'espère que vous avez saisi en quoi c'était une personnalité controversée. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que cette pensée illibérale, elle est aussi portée à l'extérieur de l'Europe, par des personnalités influentes comme Donald Trump, Benjamin Netanyahou, Jair Bolsonaro, Erdogan, ou même Modi, le leader indien à la tête de la plus grande démocratie du monde, qui a tendance à réduire le pouvoir de la société civile quand par exemple les organisations écologiques se mettent en travers des intérêts nationaux. Je vous mets en description un reportage qui traite de ces dérives et qui traite aussi du cas de la Russie et de la Pologne. Je vous conseille d'aller voir, c'est plutôt intéressant. Maintenant, intéressons-nous au cadre européen. En quoi la politique de Viktor Orban et des autres régimes illibéraux sont-ils considérés comme des intrus dans l'Union européenne ? Donc tout d'abord, pour faire partie de l'Union européenne, les pays doivent respecter des critères économiques, politiques et respecter certaines valeurs. Le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le pays doit être un système démocratique stable respectant l'état de droit et protégeant la représentation des minorités. Il faut aussi prendre en compte la primauté du droit européen sur le droit national, un point très controversé qui avait donné lieu à de larges manifestations en octobre 2021 en Pologne, suite au verdict de juges polonais qui justement négligeait la primauté du droit européen. Une situation qui avait ravivé les débats à l'époque à propos d'un possible Polexit. Si on revient sur la Hongrie, c'était des critères qui auparavant étaient respectés lors de l'adhésion du pays à l'UE, mais qui aujourd'hui ne sont plus autant valables, ce qui pose un gros problème à l'Union européenne, qui compte désormais des régimes plus autoritaires dans ses rangs et qui initialement étaient composés de démocratie. Et cette dérive politique qu'on observe dans les pays du groupe de Visegrad, ça pousse vers plusieurs questionnements. Est-ce que la politique menée par les régimes illibéraux est-elle acceptable dans l'Union européenne ? Puisque Orban critique ouvertement l'Europe, il ne respecte pas les valeurs européennes et bénéficie au passage de fonds européens. Donc à première vue, il semblerait évident d'exclure la Hongrie ou de prendre des mesures économiques ou politiques pour contraindre la Hongrie d'adopter une politique plus conforme. Agir de cette manière, ça peut aussi desservir les intérêts européens. Une exclusion de l'Union pourrait pousser les autres pays du groupe de Visegrad à eux aussi prendre des distances avec l'Union européenne ou possiblement la quitter. Et le potentiel départ de ces pays, ça pourrait constituer une Europe parallèle, ce qui aurait pour finalité d'affaiblir l'Union européenne. La formation d'une Europe parallèle pourrait renforcer les liens avec d'autres pays en dehors de l'Union européenne qui possèdent une ligne politique similaire. C'est pour cette raison que l'Europe applique des sanctions mesurées, avertissements, menaces de suspension de fonds européens et autres. Finalement, quand on parle de l'Union européenne, on constate qu'elle n'est pas homogène sur le plan politique. Des divisions existent. Et avec la guerre en Ukraine, la situation se complique. La lutte contre Poutine, c'est un élément fédérateur pour beaucoup de pays européens, mais c'est une situation qui laisse aussi place à quelques divergences pour d'autres pays qui ont intérêt à rester proches de la Russie, pour notamment bénéficier d'énergie russe. La guerre laisse place à d'autres questions européennes, comme la place de l'Ukraine dans l'Union, ou la formation d'une armée européenne. Des questions intéressantes mais qui mettront beaucoup de temps à trouver une finalité, au vu de la diversité des positions de chaque membre de l'Union européenne. Les fractures politiques de l'Union européenne viennent ralentir son fonctionnement, et mettent en péril le destin de celle-ci. Avec la montée en puissance des mouvements anti-européens, qui se servent de la lenteur du système comme d'un argument pour promouvoir la sortie de l'Union et l'arrêt de cette bureaucratie inutile. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, et je rappelle qu'il n'y a aucune volonté d'influence politique. Mon but avec cette vidéo, c'était de vous présenter l'opposition entre deux points de vue, mais si vous cherchez sur internet, ça ne m'étonnerait pas que vous trouviez encore plein d'autres positionnements sur le sujet, tellement c'est vaste et documenté. En tout cas, j'espère que le sujet vous semble un peu plus clair. Le plus important, c'est que vous ayez saisi l'enjeu dont il était question à l'échelle européenne. Et si vous êtes curieux, je vous mets quelques liens en description si vous souhaitez creuser le sujet en profondeur. En tout cas, on se retrouve dans pas mal de temps pour une autre vidéo. Voilà, c'était tout. Salut les gars!